Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Noël approche, beaucoup d'entre vous vont se déplacer. Je tenais ce matin à faire un petit point avant Noël sur le Covid, la grippe, sur les épidémies actuelles. Bien. Et sur les vaccins, évidemment. Nous avons avec nous le docteur Bruno Megarban, qui est chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le docteur Robert Sebag, qui est infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous êtes là tous les deux. Où en est le Covid? D'abord, docteur Megarban, est-ce que vous avez en réanimation à Lariboisière des patients Covid? Alors oui, nous avons des patients qui sont contaminés par la Covid parce que nous sommes dans une phase où l'épidémie progresse. Donc de fait, effectivement, nous rencontrons des patients qui ont été contaminés par la Covid, ce d'autant plus que nous faisons systématiquement un dépistage à l'admission. Oui. Néanmoins, nous n'avons pas de forme pneumonique, de pneumonie grave historique liée à la Covid. Rien à voir avec ce qui s'est passé en 2020 ou 2021. Plus rien à voir. C'est une autre maladie maintenant. C'est une autre maladie. C'est une infection virale, saisonnière, banale. Oui. Mais même si cette infection est totalement sans conséquence chez la majorité des personnes en bonne santé, chez quelques personnes très âgées, très fragiles avec comorbidité, elle peut décompenser la maladie de fond. Donc si vous avez une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale, et que vous vivez à la limite, avec la limite d'une fonction très altérée, eh bien cette infection mineure peut vous précipiter vers une dysfonction plus importante et vous soyez obligé d'aller en réanimation pour avoir une assistance, notamment respiratoire, ou une dialyse, ou des médicaments cardiovasculaires pour pouvoir vivre. Alors je comprends, docteur Sebag, vous êtes infectiologue, vous voyez, il y a du Covid actuellement. Hein, il y a beaucoup. Et pas on est en expansion de l'épidémie. Alors vous savez, comme on teste moins, on n'a pas les mêmes chiffres qu'on pouvait avoir avant. Et on le voit, si vous voulez, dans les eaux usées, on arrive à voir, on a vu une augmentation de 24%, si vous voulez, de la circulation du virus. On le voit en clinique. Je confirme ce que dit mon confrère. On a eu une ou deux personnes hospitalisées sans réanimation, uniquement avec de l'oxygène, qui a réglé le problème. On a ce qu'on appelle des Covid accessoires, c'est-à-dire qu'ils viennent parfois pour autre chose, on leur fait un test, ils sont positifs. Alors quand il y a un gros diabète, une insuffisance rénale, comme l'a dit Bruno, effectivement, ils peuvent décompenser. Alors, si je vous dis c'est un virus moins dangereux, vous acquiescez? Oui, c'est un virus moins dangereux. Il est très contagieux, mais effectivement, alors, il y a l'immunité collective, il y a eu la vaccination, si vous voulez. On sait, si vous voulez, que les coronavirus, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient des virus saisonniers. On en a 4, autres, à part le SARS-CoV-2, on a d'autres, des coronavirus. Bon, il semblerait qu'il va se représenter d'une manière saisonnière, comme on l'a avec la grippe. Donc c'est une maladie comme une autre aujourd'hui. C'est une épidémie comme une autre, comme la grippe. On va être prudent, mais c'est ce qu'on remarque. Exactement. D'ailleurs, même cliniquement, on ne peut pas faire la différence lorsqu'une personne se présente avec un syndrome dit grippal. On ne sait pas quel est le virus. On ne peut pas le dire. Il faut faire un test avec un prélèvement dans le nez pour savoir exactement quel est le virus responsable de ce syndrome fébrile. Je comprends, je comprends. On a, vous savez, en ce moment en hivernal, on a 5 pathologies respiratoires, donc contagieuses par définition. Vous l'avez dit, il y a le Covid, il y a la grippe, pré-épidémique, peut-être on verra après les vacances de Noël. On a le fameux virus respiratoire syncytial, et c'est les bronchiolites chez l'enfant, si vous voulez, mais aussi chez l'adulte. On oublie qu'il y a aussi cette maladie chez l'adulte, ça fait 3. La 4e, vous savez, on avait parlé de cette épidémie en Chine, de pneumonie, chez des adolescents. Bon, mais ça c'est une bactérie, c'est le fameux mycoplasma. C'est pas un virus, c'est une bactérie, c'est pas pareil. Mycoplasme pneumonier. Bon, on en a quelques-uns chez des adolescents. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais il existe. Et puis la 5e, on l'oublie, c'est le pneumocoque. C'est le pneumocoque, et chez des personnes âgées, on sait que ça peut entraîner des pneumonies. Mais pour la plupart de ces maladies, il existe un vaccin. Vous avez un vaccin contre la grippe, vous avez un vaccin contre le Covid, un vaccin contre le pneumocoque. Alors, pour les bronchiolites de l'enfant, on a un anticorps monoclonal qui est pas vraiment un vaccin, qui est une injection qu'on fait aux nourrissons, le Beyfortus. Et voilà, aujourd'hui, donc, on a des moyens, si vous voulez. Le mycoplasme pneumonier, il n'y a pas de vaccin, mais on sait que les antibiotiques agissent dessus. Donc, il y a un problème de diagnostic à faire. Je dis ça parce que, voilà, tous les hivers, et puis j'oublie les petits rhinovirus, d'autres coronavirus qui entraînent des petites rhinites qu'on a régulièrement en hiver. Mais alors, si le Covid est aujourd'hui devenu une maladie un peu
banale, pas banale, le mot est peut-être un peu fort, mais dans tous les cas, une maladie moins grave qu'auparavant. Pourquoi se faire vacciner ? Alors, je pose la question, franchement. Vous avez raison. C'est d'ailleurs le taux de vaccination est beaucoup plus bas qu'il ne l'était il y a 2 ans, ou il y a 1 an. J'allais dire, si on analyse ce qui s'est passé, très probablement la vaccination massive de la population a permis d'arriver à cette situation. C'est-à-dire d'un virus maintenant moins virulent, mais en face d'une population immunisée. Le vaccin n'a jamais protégé la population. Le vaccin protège l'individu, mais ne protège pas la collectivité. Enfin, indirectement protège la collectivité. On a toujours été honnête, il y a une polémique, là-dessus. Il y a une polémique là-dessus. Non, on n'a jamais dit qu'il empêchait la transmission. Voilà. Par contre, on sait qu'il y a une présence d'anticorps au niveau central, au niveau pulmonaire. Il a empêché des formes graves. Il protège l'individu. Il protège l'individu, mais il n'empêche pas la transmission. Oui, mais quand que les choses soient claires, vous diminuez aussi. Que les choses soient claires, parce que c'est bien de le rappeler. Oui, vous avez raison, mais on n'a jamais... Oui, mais c'est qu'au moins les choses sont claires. Oui, il a permis aux individus d'acquérir une immunité mémoire qui, jusqu'aujourd'hui, est tout à fait fonctionnelle et permet d'éviter les formes graves de la maladie. Ça veut dire que quelqu'un qui a été vacciné il y a 1 an et demi, aujourd'hui est encore protégé par ce vaccin ? Contre les formes graves de la maladie. Ou s'il n'a pas été vacciné, s'il a déjà fait des infections antérieures. Ou s'il a déjà fait, il a acquis une immunité qui lui permet d'éviter les formes graves de la maladie. Oui. Maintenant, effectivement, cette mémoire, avec le temps... d'immunité collective. Voilà. Exactement. Et avec le temps, cette mémoire s'affaiblit. Oui. Lorsqu'on est très âgé ou on est immunodéprimé, cette mémoire n'est pas suffisante. Et donc, la vaccination permet le rappel. Et donc, permet à l'immunité de se souvenir qu'effectivement, il y a un danger potentiel. Et donc d'acquérir des moyens plus efficaces pour lutter en cas d'infection. Est-ce que vous pensez que les Français ont peur des vaccins ? Alors écoutez, moi là-dessus, je vais être extrêmement clair. On est le pays de Pasteur. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, si vous voulez, la peur des vaccins, et c'est la peur de la maladie. On a oublié la maladie, on a oublié la diphtérie, on a oublié le tétanos, on a oublié ce que ça fait, on a oublié la polio. Non mais attendez, on a oublié la polio. Oui. Rappelez-vous ces images des poumons d'acier. Roosevelt, il était atteint de la poliomyélite. On est quasiment à l'élimination de ces maladies. Alors si vous voulez, comme le vaccin s'adresse à des personnes saines, on est sain, par définition, on veut vous protéger. On n'accepte pas le moindre effet secondaire, si vous voulez. Mais il faut voir quand même les victoires de la vaccination. On a parlé du Covid et la grippe. La grippe, moi je suis très très inquiet quand on voit le taux de vaccination dans les EHPAD et même chez le personnel soignant contre la grippe, il est très bas. Il est très bas. Et vous savez, on a parlé de la banalisation du Covid, mais la grippe risque de faire beaucoup plus de décès que le Covid. Dans les années à venir, bien sûr, on est sur 6 à 8 000 morts, si vous voulez. Alors effectivement, des personnes âgées, parfois non vaccinées, qui font des pneumonies et des formes pulmonaires graves. Et la grippe peut être mortelle. Enfin, on va dire, ça a été calculé pour la grippe. Le vaccin contre la grippe évite 9 000 décès chaque année. Voilà. Donc c'est bien calculé. Là, c'est bien calculé. Voilà. Et malgré ça, il y a évidemment des personnes non vaccinées qui font la grippe et qui décèdent. Est-ce que le vaccin contre la grippe protège du Covid ? On ne sait pas. Non. C'est deux virus je dis ça différents. Parce que peut-être que certains se disent tiens, je vais me faire vacciner contre la grippe, je serai aussi protégé contre le Covid. Différents. Je vous rappelle que tous les ans, on change de vaccin parce que les virus sont très différents. Oui, et tous les ans. C'est pour ça qu'il y a un nouveau vaccin tous les ans. C'est pas. Ça n'altère pas la violence du Covid aussi. Non, rien. Ça n'a aucun effet. Chaque agent infectieux a une immunité en face qui est tout à fait spécifique de cet agent. Et donc, effectivement, il faut un vaccin spécifique pour pouvoir développer cette immunité spécifiquement dirigée contre cet agent infectieux. Alors je rappelle que le vaccin contre la grippe est gratuit pour les plus de 60 ans, je crois. Je sais plus, c'est 60 ans. Oui, tout à fait. C'est 60 ans. Est totalement gratuit. Il suffit d'aller chez le pharmacien et vous pouvez vous faire vacciner. C'est indispensable le vaccin contre la grippe. Est-ce que un vaccin, vous faites vacciner contre la grippe, il est efficace à partir de combien de temps après ? Alors c'est un vaccin, si vous voulez, dont l'efficacité en moyenne est entre 70 et 75%. On n'est pas sur du 100% sur le vaccin. Mais attendez, c'est quand même... C'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Vous savez, moi, je pense, je le dis avec le jeu et avec beaucoup de modestie, qu'il devrait être remboursé pour tout le monde. Parce qu'il y a des formes de grippe chez des personnes beaucoup plus jeunes, des jeunes adultes. La grippe, c'est des arrêts de travail qui peuvent durer plus de 10 jours. Parfois, c'est des traitements antibiotiques. Ça coûte extrêmement cher à l'assurance maladie. Ça sert à rien, les antibiotiques contre la grippe, paraît-il. Oui, mais parce que, vous savez, c'est la fameuse... Moi, j'ai entendu ça. Mais non, vous avez une infection virale, vous avez une surinfection bactérienne derrière, et la plupart de mes collègues préfèrent mettre un antibiotique pour protéger du... C'est bon ou c'est pas bon, mais en tous les cas, l'arrêt de travail,
ça compte pour la collectivité. Ça, on est d'accord. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et qu'on devrait le rembourser pour toutes les populations. Mais je vous pose une question. Combien de temps est-ce efficace? Combien de temps après la vaccination, le vaccin devient efficace? Toujours, il faut compter à peu près 15 jours. 15 jours. 15 jours. Ouais. Même chose pour le Covid. Pendant toute la durée de l'hiver. Voilà. Ouais. Et par exemple, quelqu'un qui va se faire vacciner, qui a déjà le Covid, c'est embêtant ou pas? En soi, non. En soi, non. Maintenant, on est fatigué, lorsqu'on a un syndrome infectieux, de la fièvre, il vaut mieux un tout petit peu attendre. Mais si on était vacciné alors qu'on avait la Covid ou n'importe quelle autre infection virale, il n'y a pas de diminution de l'efficacité du vaccin et il n'y a pas de plus de mauvaise tolérance de ce vaccin supplémentaire. Alors, et pour les personnes, il n'y a pas de contre-indication de faire la vaccination Covid et la vaccination grippe au même moment. Bon, alors, chacune dans un épaule. Il y a ce on court peut-être à beaucoup de choses. Moi, je vais vous poser la question parce que j'aime bien parler vrai, j'aime bien qu'on pose la question. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Et quels effets secondaires? Est-ce qu'il y a des effets secondaires graves des vaccins? Je dis bien grave, hein. Effet secondaire, si on a un peu mal au bras, c'est pas un effet secondaire. Vous parlez des vaccins en général? Du vaccin en général, et après nous détaillerons les vaccins. Alors, je rappelle que la vaccination, c'est en termes de santé publique le rapport bénéfice-risque le meilleur. Effectivement, c'est pas anodin, il peut y avoir des effets secondaires. Parfois, c'est des effets secondaires, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle la coïncidence. On a eu en France le gros débat sur l'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques, si vous voulez. On était le seul pays où il y avait ça. Parce qu'on a élargi la vaccination, vous avez ce qu'on appelle les coïncidences. On a tous les ans en France, spontanément, l'apparition de 2000 à 2500 scléroses en plaques. Quel que soit, si vous vaccinez toute la population, on va chercher la causalité, si vous voulez, entre la vaccination et l'apparition de cette maladie. En Angleterre, il y a eu le problème de l'autisme avec la vaccination par le vaccin rubéole, rougeole au rayon. Et donc, il y a une étude qui a montré que, effectivement, ça pouvait entraîner l'autisme. On a diminué complètement, les gens ont eu très peur, et on peut comprendre les mères, on a diminué la vaccination par ce ROR, si vous voulez, à cause de l'autisme, le risque d'autisme, et il y a eu des cas de mort par rougeole. On a vu ça parce qu'une baisse de l'immunité... Mais les cas d'autisme, c'était un cas pour combien? Mais ça a mis, Monsieur Bourdin, 12 ans pour montrer que l'étude qui avait montré ça était une étude fausse. Bon, alors après, on a vu sur le vaccin AstraZeneca, sur le Covid, il y a eu des problèmes liés à la coagulation, des troubles de la coagulation et thrombose, et je crois que les autorités sanitaires ont arrêté, si vous voulez, ou on l'a restreint sur certaines populations. Maintenant, le risque zéro, il n'existe pas. On a vu des myocardites, on a vu des péricardites, on a vu ce genre de choses, mais d'une manière, pas quelque chose d'énorme, si vous voulez. Donc le risque zéro n'existe pas, il y a eu des effets secondaires, il y a des gens qui sont beaucoup plus susceptibles, on a eu des fièvres après le vaccin, on en a vu, et puis les choses rentraient dans l'ordre, on a eu des douleurs musculaires. Vous avez dans les vaccins aussi, pas spécifiquement sur le Covid, ce qu'on appelle des troubles neurologiques, la maladie de Guillain-Barré, si vous voulez, avec une sorte de paralysie qui fait extrêmement peur et qui régresse spontanément, mais on l'a vu effectivement avec des vaccins. Donc le risque zéro n'existe pas, c'est une balance. Qu'est-ce qu'apporte le vaccin et par rapport à la disparition d'un certain nombre de maladies. Bien, je vais vous donner la parole, docteur Megarban, mais en attendant, petite pause de pub. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi certains Français ont-ils peur des vaccins? Nous parlons des vaccins. Docteur Bruno Megarban, vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'allais juste renforcer ce qu'a dit mon collègue. Effectivement, la balance bénéfice-risque des vaccins est toujours favorable. Et même si effectivement il existe un risque d'effets secondaires graves comme la myocardite, comme le syndrome de Guillain-Barré, comme des encéphalites, le risque de ces complications-là avec le vaccin reste toujours très largement inférieur par rapport à ces complications induites par la maladie elle-même. C'est-à-dire la myocardite liée au vaccin contre la Covid est beaucoup moins probable que la myocardite liée à la Covid elle-même si vous attrapez l'infection par le virus. C'est-à-dire que si on est vacciné, on a moins de chances de subir une myocardite si vous faites la Covid elle-même que de ne pas être vacciné et de faire la Covid. Et là, on risque d'une myocardite à cause de la Covid. Voilà. Simplement, effectivement, dans un cas, vous dites bon, j'ai pas eu de chance, j'ai attrapé le virus, alors que dans l'autre cas, et c'est ça la difficulté, je suis allé volontairement, alors que je n'avais rien, me faire vacciner.
et j'ai donc attrapé la myocardite. Ça aussi. Je comprends. Voilà. Est-ce que, en ce qui concerne la Covid, nous devrons suivre un rappel vaccinal annuel? Alors, j'allais dire certainement et de façon forte pour les populations à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans, les personnes avec comorbidité, immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes qui travaillent ou qui vivent avec des personnes extrêmement fragiles. Très probablement, il y aura la nécessité, ou en tout cas la recommandation de faire une dose vaccinale de rappel annuelle. Parce que, le vaccin, c'est ça le point important, est adapté tous les ans aux souches virales qui circulent. Et donc actuellement, par exemple, le vaccin avec lequel vous allez vous faire vacciner cette année est différent de ceux initiaux. Non, bien sûr, chaque année, le vaccin sera différent. Comme pour la grippe. Évidemment, comme pour la grippe. Et donc aujourd'hui, les vaccins disponibles, les vaccins qui sont injectés, ce sont des vaccins ARN messagers. Il n'y a plus que des ARN messagers. Non, vous avez des vaccins à protéines recombinantes. Novavax. En fait, il y a les 2 vaccins ARN messagers classiques. Donc Pfizer et Moderna. Et il y a une autre possibilité, mais qui n'est pas recommandée en première intention. En rappel. En rappel ou chez les personnes réticentes, parce qu'il est moins efficace malgré tout. Mais il est possible, il donne une bonne immunité. Donc en cas où chez les personnes qui sont vraiment réticentes à l'ARN messager. Il y avait un fantasme, M. Bourdin, sur l'ARN messager. Il y a eu un fantasme. Voilà, l'ARN, ça va rentrer dans mes gènes, ça va modifier complètement... alors qu'on a essayé d'expliquer que l'ARN, c'est pas l'ADN, qu'il va pas dans le noyau, qu'il est dans le cytoplasme de la cellule. Mais c'est vrai que ça a posé un véritable problème. C'était très difficile, d'un point de vue rationnel, d'expliquer. Donc aujourd'hui, il y a 3 vaccins disponibles. Il y a 3 vaccins disponibles en France. Et pas plus. Et il y a un quatrième. Il y a un quatrième peut-être. Je ne sais pas. Il y a le Sanofi protéine recombinante. Je crois qu'il a été retiré. Je crois qu'il a été retiré. Il était en Angleterre, il a été diffusé en Angleterre. Il est retiré en France. Il est retiré en France, mais là aussi jamais en première injection. Jamais en première injection. Mais ça fait 3. Injection, c'est ARN messager. Voilà. Ça fait 3. C'est le plus efficace, c'est le plus facilement adaptable aux souches virales. D'ailleurs, on travaille sur des vaccins ARN. Bien sûr. Pour d'autres. Tout la tuberculose, non? Non, pas la tuberculose, non. Alors, le paludisme, le sida et les cancers. Les cancers, surtout. Le virus respiratoire syncytial, il y a beaucoup de travaux sur l'Escherichia coli, sur des bactéries, aujourd'hui, le Clostridium difficile. Enfin, il y a une vingtaine de programmes de recherche sur de nouveaux vaccins à partir de l'ARN messager, Et le cancer? Et le cancer. Alors le cancer, ça serait... Ça, c'était un axe de recherche absolument exceptionnel. C'est même, dans ce cadre-là, c'est même un vaccin individualisé. C'est-à-dire, en fait, à chaque personne, on va fabriquer un vaccin personnalisé en prélevant des antigènes spécifiques de sa propre tumeur pour fabriquer un vaccin. Et ça veut dire qu'on va prélever une cellule, en quelque sorte, et on va armer cette cellule, comme un si j'ai virus, bien compris, et la réinjecter dans le corps. Exactement. C'est-à-dire, en fait, chaque individu a une tumeur différente de l'individu d'à côté, et donc on va apprendre à son propre système immunitaire de s'attaquer à son propre cancer en lui enseignant la meilleure façon de se défendre. La cellule cancéreuse, elle est considérée comme une bactérie ou comme un virus. Exactement. C'est un corps étranger. C'est un corps étranger. C'est d'une cellule, et donc on va essayer. Vous savez, avant les vaccins, on a ce qu'on appelle l'immunothérapie. Les traitements d'immunologie contre les cancers. Il y a des progrès remarquables aujourd'hui. Un cancer comme le mélanome, enfin moi je sais pas, quand j'étais étudiant en médecine, c'était synonyme de mort. Aujourd'hui, pris à temps par l'immunothérapie, on arrive à soigner et à guérir des gens qui ont un mélanome, qui était quand même un cancer, et d'autres. Mais c'est vrai que le vaccin contre le cancer, c'est une recherche. Mais c'est un vaccin pour M. Bourdin, un vaccin pour M. Ça veut dire qu'on va être en permanence vacciné, quoi, dans les années qui viennent. Non, mais tout à fait. Non, mais prévention. Mais il vaut mieux prévenir que guérir, hein, c'est le proverbe traditionnel. Hein. Oui. Évidemment, des vaccins, donc toutes sortes de vaccins. J'ai besoin d'un vaccin. Est-ce qu'on va pouvoir multiplier les vaccins ? Oui, sans aucun problème. En fait, il faut savoir que l'immunisation, c'est un phénomène tout à fait naturel, puisque tous les jours,
nous sommes exposés à des agents étrangers, que ce soit des micro-organismes ou même des agents inertes, et en permanence, notre système immunitaire apprend à se défendre. Alors, une barrière. Donc c'est pas dangereux d'avoir, je ne sais pas moi, 5 vaccins dans le corps. Pas du tout. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on fait sur les enfants ? C'est tous les jours qu'on fabrique. La vaccination des enfants, on a des vaccins avec 6 valences différentes, 6 maladies. Et on les immunise sur 11 maladies sur plusieurs mois, avec plusieurs injections. Avec le développement de la prévention, nous devrons nous faire vacciner plusieurs fois dans l'année, quoi. Oui. Oui, alors idéalement, évidemment, ça serait d'avoir un vaccin universel, quoi. Voilà, qui puisse être actif dès l'enfance, et à ce moment-là, on reçoit une dose et on est définitivement protégé pendant toute la vie. Voire faire des rappels. On en est loin, là. Ça existe déjà pour un certain nombre de maladies, mais effectivement, pour beaucoup de maladies où l'agent infectieux s'adapte ou se modifie, il faut faire des rappels réguliers. Mais je vais vous donner un exemple. La coqueluche. Allez-y. Oui, la coqueluche. On vaccine les enfants contre la coqueluche. Moi, je suis frappé parce qu'on en voit. Les adultes font pas de rappel et on a des cas de coqueluche chez des adultes qui attrapent la coqueluche parce qu'ils n'ont pas fait le rappel de vaccin. Ils l'ont eu contre l'enfant, c'est une maladie gênante chez l'enfant, mais on pense pas faire les rappels. On n'est pas très bon dans notre pays sur le suivi vaccinal. C'est vrai qu'on oublie les rappels. Oui, voilà. Diphtérie, tétanos, coqueluche, voilà le tétanos. Est-ce que vous avez vu que beaucoup de pays d'Europe ont jeté des doses de vaccins, beaucoup de doses de vaccins. On dit qu'on a jeté pour 2 milliards d'euros. Et en Afrique aussi. En Europe, en Afrique aussi, monsieur. En Afrique aussi. C'était impressionnant, oui. Ah bon ? Parce qu'il n'y avait pas d'acceptation de la population. On ne comprenait pas ce qui était fait sur le Covid. Il y a eu. Oui. Ça a été... C'est-à-dire qu'on a fabriqué, on a acheté et on a jeté. Mais en France, on n'a pas le chiffre. Dès que j'ai le ministre de la Santé, je vais lui demander un peu. Par exemple, pour la campagne d'octobre, on a commandé 13,5 millions de doses. Oui. Et aujourd'hui, il y a à peine 4 millions utilisées. Oui. Donc il se peut effectivement qu'à la fin d'ailleurs qu'il y a 9 millions de doses qui dorment. Voilà. Et on est très... et qui peuvent dormir combien de temps ? Il faut voir la péremption, ça dépend. En tout cas, il y a une chaîne du froid à respecter. Peut-être démodés l'année prochaine, puisqu'il y aura qui seront inutiles l'année prochaine. Mais ce que dit Monsieur Megarban sur le Covid, c'est la grippe. Moi, je suis très inquiet. Je trouve que la vaccination grippale dans les EHPAD, et je le répète, et auprès du personnel médical, est insuffisante. Elle est nettement insuffisante. Je crois qu'on est à 600 000 doses en moins par rapport à l'année dernière sur la grippe. 600 000 vaccinations en moins. Et ça, c'est un peu inquiétant, surtout chez les personnes âgées. Évidemment. En fait, un quart des personnes de plus de 60 ans sont vaccinées contre la Covid et à peine 30% contre la grippe. Ce qui est quand même pas très bon comme résultat. C'est très bas. Alors qu'on attendait 75% de cette cohorte vaccinée. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On peut se faire vacciner, grippe et Covid sans danger. Le même jour dans chacune des deux écoles, sans aucun problème. Bon, merci messieurs. Tout de suite après les infos Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevons Philippe Bailly, qui est directeur et fondateur de NPA Conseil. Il est 9h50.